Jean Gabin. Rien que ce nom évoque à lui seul le cinéma français dans sa grandeur la plus brute. Du jour se lève à la grande illusion de la bête humaine au clan des Siciliens. L'acteur incarne l'autorité tranquille, le mâle dominant à la voix rocailleuse, le patriarche ouvrier au cœur dur. Mais derrière ce masque inébranlable, Gabin cachait une vérité plus humaine, plus vulnérable, une douleur profonde et longtemps tue. Une blessure qui n'avait rien à voir avec les projecteurs, mais avec la chair de sa chair. Pendant des décennies, le public a vénéré le mythe, mais peu savaient que l'homme, dans l'intimité, vivait rongé par une absence, un échec intime. Ce n'était pas le théâtre, ni le cinéma, ni même la guerre qui avait brisé Jean Gabin. C'était le lien brisé avec l'un de ses enfants, une douleur paternelle, indicible, enfouie, niée parfois même par l'intéressé. Aujourd'hui, alors que les archives, les confidences tardives et les écrits de proches éclairent d'un nouveau jour la vie de ce monument national, une vérité émerge, celle d'un père blessé, d'un homme qui n'a jamais réussi à réparer ce qui comptait le plus. Le nom de Jean Gabin évoque immédiatement un certain visage du cinéma français, celui de l'autorité tranquille, de la voix grave, du regard perçant et des silences plus éloquents que 1000 dialogues. Pourtant, derrière cette image forgée par des décennies de rôles marquants, se cache une réalité intime beaucoup plus complexe, façonnée par les silences de l'enfance, la pudeur d'un homme et les failles d'un père. Gabin ne s'est pas construit sur le verbe. Il s'est bâti dans le mutisme, dans une rigueur presque militaire, avec une réserve qui, à la longue, devint une armure. Né Jean-Alexis Moncorgé le 17 mai 1904 à Paris, il grandit au sein d'une famille d'artistes, mais dans une France encore marquée par les traditions et les guerres. Son père, comédien lui-même, imposait une autorité stricte à la maison. Très jeune, le futur acteur comprend que les sentiments n'ont pas leur place dans ce monde-là. Il apprend à intérioriser, à se taire, à contenir. Cette éducation sévère laissera des traces durables. Une difficulté presque pathologique à exprimer ses émotions et une tendance à tout contrôler, y compris l'image qu'il renvoie aux autres. Lorsqu'il commence à apparaître sur les écrans dans les années 1930, c'est cette force tranquille qui frappe les spectateurs. Dans La Grande Illusion, Quai des Brumes ou encore Le Jour se lève, il incarne l'homme du peuple, digne, droit, souvent meurtri par la vie, mais toujours debout. Sa manière de jouer, sans esbrouffe, en faisant confiance au silence, séduit immédiatement. Il devient rapidement le représentant d'une France authentique, solide, virile, une figure quasi paternelle pour tout un peuple. Pourtant, ce rôle d'icône, s'il le porte à l'écran avec brio, entre en contradiction avec sa vie personnelle et notamment sa manière d'être père. Gabin n'a jamais voulu livrer ses fragilités. Il détestait les confessions publiques, refusait les interviews trop intimes et fuyait les questions personnelles. Il préférait les faits, les actions, les regards. Lorsqu'on l'interrogeait sur ses enfants ou sur son rapport à la famille, il répondait laconiquement, par des phrases sèches, parfois teintées d'ironie. Tout semblait glisser sur lui, comme si rien ne pouvait l'atteindre. Mais ceux qui l'ont vraiment connu savaient qu'au fond, cet homme impassible portait un fardeau invisible, une blessure jamais refermée. C'est que Jean Gabin, dans son intimité, ne correspondait pas au héros populaire que le public adulait. Derrière la caméra, il était souvent tendu, parfois taciturne, toujours sur la réserve. Avec ses enfants, le dialogue était rare. Il préférait transmettre des valeurs par le travail ou par l'exemple plutôt que par des mots tendres. Cette manière d'aimer à distance, inspirée de son propre passé, allait pourtant avoir des conséquences durables. Car si le public voyait en lui une figure paternelle idéale, l'un de ses enfants, lui, n'y voyait qu'un mur infranchissable. De sa vie intime dessinent donc les contours d'un homme en tension. À la fois adulé et inaccessible, capable d'émouvoir des millions de spectateurs, mais impuissant à parler à son propre fils. Cette contradiction tragique va traverser toute sa vie, alimentant une douleur sourde que Jean Gabin ne confessera jamais ouvertement, mais que certains silences, certaines attitudes, trahiront malgré lui. Si Jean Gabin impressionnait tant par sa présence à l'écran, c'est peut-être aussi parce qu'il y mettait une part de ses frustrations intimes. Ce qu'il ne disait pas dans la vie, il le jouait en silence, avec intensité. Mais lorsqu'il s'agissait de sa famille, et en particulier de son rôle de père, les silences devenaient coupants, presque destructeurs. Car derrière la façade d'autorité tranquille, il y avait un homme profondément mal à l'aise avec l'expression des sentiments, notamment envers ses enfants. Jean Gabin eut plusieurs enfants, mais c'est la relation avec son fils unique, issu de son mariage avec Dominique Fournier, qui illustre le mieux cette douleur secrète. Ce fils, dès l'enfance, a grandi dans l'ombre imposante de ce père mythique. Être le fils de Gabin, c'était porter un nom trop lourd, un regard trop sévère, une attente impossible. Là où certains enfants cherchent à ressembler à leur père, lui ne rêvait que de s'en éloigner. Il souffrait de cette distance émotionnelle permanente, de cette façon glaciale dont Gabin semblait gérer la paternité comme un devoir plus que comme un lien vivant.
Les rares moments d'intimité qu'ils partagèrent furent marqués par des tensions sous-jacentes. Gabin n'était pas un père qui jouait avec son fils ou qui s'abaissait à des gestes de tendresse. Il éduquait avec rigueur en exigeant l'obéissance sans jamais vraiment ouvrir son cœur. À mesure que l'enfant grandissait, l'incompréhension devenait insupportable. Le fils ne supportait plus les absences, les silences, les ordres donnés sans explication. Il cherchait à exister par lui-même, en dehors du poids du nom paternel. Et lorsque l'adolescence arriva, le conflit éclata comme une évidence. Il ne s'agissait pas d'une simple crise générationnelle, mais d'une cassure profonde, irréconciliable. Le fils reprochait à son père de ne jamais avoir été là réellement, ni physiquement, ni émotionnellement. Gabin, de son côté, voyait dans cette révolte un affront, une trahison. Plutôt que de tendre la main, il se renferma davantage, fidèle à sa nature. Un jour, le fils claqua la porte. Il partit, sans se retourner, sans explication. Ce fut le début d'un exil mutuel, chacun s'enfermant dans son silence, de plus en plus lointain. Ce départ fut vécu par Jean Gabin comme un échec personnel, mais il ne l'avoua jamais. Il ne fit rien pour retenir son fils. Pas de lettres, pas d'appel. Il pensait que le temps ferait son œuvre. Mais les années passèrent et le fossé se creusa. À l'extérieur, rien ne semblait troubler le comédien. Il tournait, enchaînait les rôles, continuait à fasciner. Mais dans l'intimité, il devenait de plus en plus taciturne, mélancolique. Certains proches remarquèrent bien qu'un regard perdu revenait parfois le hanter, quand le sujet des enfants revenait sur la table. Là où d'autres stars auraient mis en scène leur rôle de père, Gabin choisissait de l'effacer. Il n'évoquait jamais son fils dans les médias, ne participait à aucune opération de façade familiale. Cette absence de narration, ce refus de mettre des mots sur le drame, en disait long sur la profondeur de sa douleur. C'est dans ce mutisme que l'on comprend combien cette relation brisée fut pour lui une plaie ouverte, un rappel constant de ce qu'il avait manqué ou raté. Et ce n'est que bien plus tard, dans des lettres jamais envoyées et des confidences tardives, que la vérité commença à apparaître. Lorsque le fils de Jean Gabin disparut de sa vie, ce ne fut pas un éloignement passager ou une simple querelle familiale. Ce fut une cassure nette, définitive, presque tragique. Un silence absolu remplaça ce qui aurait pu être un échange, une tentative de dialogue ou de réparation. Le comédien, pourtant si maître de son image, perdit tout contrôle sur ce qui lui importait au fond, bien plus qu'il ne le laissait paraître, la relation avec son enfant. Et cette déchirure, qu'il s'efforça d'enfouir sous le poids de ses silences, allait devenir une part intégrante de son identité blessée. Gabin, fidèle à sa réputation d'homme de principe, n'alla jamais chercher son fils. Il ne lui courut pas après, ne chercha pas à rétablir le lien. Il estimait, peut-être à tort, que chacun devait assumer ses choix. Mais derrière cette façade d'intransigeance, ses proches voyaient bien que quelque chose en lui s'était brisé. Il devenait plus rugueux, plus renfermé encore qu'à l'accoutumée. Les tournages le fatiguaient les plus rapidement, les scènes d'émotion semblèrent le toucher d'une manière différente. Il jouait, disait-on, avec davantage de gravité, comme s'il ne faisait plus seulement semblant. Dans ces rares moments de franchise, il se contentait de phrases laconiques. « On n'est jamais le père qu'on croit ». Il fallait que ça pète un jour ou l'autre. Mais derrière ces paroles sèches, tout portait à croire que Jean Gabin portait un chagrin immense, étouffé par l'orgueil et la peur. Peur de reconnaître son erreur, peur de tendre la main et de ne pas être reçu, peur d'ouvrir une porte qui laisserait entrer la douleur. Il était un homme de l'ancienne école, élevé dans la retenue, dans l'idée que les émotions sont des faiblesses. Et pourtant, il n'y avait rien de plus humain que son mal silencieux. La blessure était d'autant plus cuisante que l'éloignement de son fils était connu du cercle familial. Certains collaborateurs, metteurs en scène ou techniciens sur les plateaux racontaient que Gabin évitait systématiquement les sujets familiaux, qu'il changeait de sujet dès qu'on évoquait les enfants, qu'il fuyait les scènes de retrouvailles ou de paternité dans ses rôles. Comme si jouer un père aimant était devenu pour lui une douleur insupportable. Il redoutait le miroir que lui tendait la fiction. Dans cette période de repli, Jean Gabin écrivit beaucoup, pas pour publier, pour soulager. Il noircissait des carnets, des lettres qu'il ne postait jamais. Dans l'une d'elles, retrouvée bien après sa mort, il confiait « J'ai perdu ce que j'avais de plus précieux, mais je m'en suis aperçu trop tard. » Et plus loin, il faut savoir regarder les siens avant de se montrer au monde. Moi, j'ai fait l'inverse. Ces mots, simples mais profondément révélateurs, démentaient sous l'image figée d'un Gabin insensible, froid et dominateur. En réalité, il avait été débordé par sa propre stature. Le monstre sacré du cinéma français était resté incapable de s'adresser à son propre fils, de lui dire qu'il l'aimait, qu'il le regrettait, qu'il l'attendait. Et ce manque ne cessa jamais de le hanter. Il errait parfois dans son domaine normand, seul face aux souvenirs qu'il n'avait jamais su construire. Chaque objet, chaque image, chaque silence rappelèrent l'absence concrète d'un enfant devenu étranger. Une partie de lui savait que l'histoire était terminée,
L'autre espérait encore un miracle, une lettre, un appel, une silhouette sur le chemin. Mais ce miracle n'arriva jamais. Parmi les souvenirs laissés par Jean Gabin après sa mort, rares sont ceux qui ont échappé à la censure pudique de sa famille. Pourtant, un document, exhumé par hasard des archives personnelles longtemps restées fermées, est venu bouleverser l'image publique de l'acteur. Il ne s'agissait ni d'un scénario inachevé, ni d'un carnet de tournage, mais d'une lettre, écrite de sa main, soigneusement pliée, glissée entre deux pages d'un vieux livre. Une lettre jamais envoyée, adressée à son fils, et restée dans l'ombre durant des décennies. Écrite sur un papier jauni, à l'encre noire tremblante, la missive semble dater de la fin des années 1960. À cette époque, Gabin est déjà un homme vieillissant, abîmé par les années et la solitude. Dans ce texte bouleversant, il parle enfin. Il ose, sans détour, poser des mots sur ce qu'il a longtemps refusé d'exprimer. L'amour, le regret, le manque. Mon fils, je ne t'ai pas dit que je t'aimais, parce que je ne savais pas le faire. J'ai grandi dans un monde où les pères ne parlaient pas, où les hommes se taisaient. Je n'ai pas appris à dire, j'ai appris à faire. Mais tu étais mon sang, mon prolongement, et je n'ai jamais cessé d'attendre que tu reviennes. Ces lignes, sobres mais terriblement poignantes, trahissent la tempête intérieure que Gabin a portée tout au long de sa vie. Lui qui avait toujours maîtrisé son image, lui qui détestait les confidences, laissait là transparaître un cœur brisé, rongé par l'absence et le remords. Dans un autre passage, il écrit « Je t'ai regardé partir et je n'ai rien fait, pas par fierté, mais par peur, peur que tu ne veuilles plus de moi. Peur d'être rejeté une seconde fois, j'aurais voulu avoir le courage de venir te chercher. Je ne l'ai pas eu. » Loin de toute posture dramatique, ces mots révèlent que la vérité nue d'un homme pris au piège de sa propre intransigeance. Lui qui, fasciné par sa prestance, qui incarnait à l'écran des pères protecteurs ou des chefs de bande au grand cœur, confesse ici son incapacité à être simplement un père aimant. Il ne cherche pas à s'excuser, mais à poser un acte de vérité, peut-être un dernier sursaut d'humanité, dans le silence d'une lettre qu'il n'a jamais postée. Cette lettre fut conservée par l'une de ses filles, retrouvée bien après sa mort. Lorsqu'elle l'a lue, elle déclara avoir découvert un autre homme. Un père vulnérable, sincère, rongé par une culpabilité qui le dépassait. « Je n'avais jamais vu mon père aussi désarmé », dira-t-elle. Elle choisit de ne pas la rendre publique immédiatement, de peur de trahir l'intimité d'un homme qui s'était toujours battu pour préserver son jardin secret. Mais elle comprit aussi que cette lettre contenait la clé de son mystère. Ce document bouleverse tout ce que l'on croyait savoir sur Jean Gabin. L'acteur froid et inaccessible, le géant du cinéma, y devient un père perdu. Douloureusement conscient d'avoir échoué là où il aurait voulu réussir. Il y exprime l'espoir, ténu mais réel, que son fils puisse un jour tomber sur ces mots, les lire et comprendre. Un espoir qui, semble-t-il, ne s'est jamais réalisé. C'est donc à travers cette lettre inachevée, jamais envoyée, que l'homme rattrape ce que l'acteur n'a jamais su incarner dans sa propre vie. Un cri muet, une main tendue dans le vide, un dernier rôle, sans caméra, sans public, mais sans doute le plus sincère de tous. Tandis que Jean Gabin poursuivait sa vie entre les plateaux de tournage, son domaine normand et une solitude soigneusement organisée, le fils qu'il avait perdu vivait lui aussi un exil, mais un exil de l'âme. Loin des caméras, loin du nom paternel qu'il refusait désormais de porter, il tentait de construire une existence en rupture totale avec le monde dont il était issu. Il ne voulait plus être le fils de, encore moins celui d'un monument national. Ce nom, Moncorgé, il le portait comme un fardeau. Le pseudonyme Gabin, il le renia. Peu d'informations ont filtré sur le parcours exact de ce fils. Il aurait changé plusieurs fois de ville, de métier, de cercle. Certains disent qu'il aurait vécu quelque temps à l'étranger, d'autres évoquent des petits boulots dans des ateliers ou des entrepôts. Ce qui semble certain, c'est qu'il refusait catégoriquement tout lien avec le passé, avec cette figure paternelle qu'il considérait à la fois comme inaccessible et écrasante. Il aurait même confié un jour à un proche « Je préfère vivre inconnu que d'exister dans son ombre ». Ce rejet n'était pas nourri par la haine, mais par une immense blessure, un vide affectif jamais comblé. Il ne voulait pas faire carrière dans le cinéma, ni profiter du prestige d'un nom célèbre, il voulait juste exister par lui-même, sans dette, sans filiation, sans héritage. Cette volonté farouche d'émancipation l'a conduit à s'effacer de tous les radars médiatiques. Il n'a jamais accordé d'interview, jamais revendiqué quoi que ce soit. Même lorsque son père mourut en 1976 et que la France tout entière lui rendit hommage, il resta dans l'ombre, invisible, silencieux. Cet effacement, ce choix du retrait, ressemblait à un cri muet. Car au fond, ce fils vivait lui aussi avec une douleur profonde, celle de n'avoir jamais été reconnu autrement que comme le prolongement d'un homme public. Il ne cherchait pas l'argent, ni la gloire, mais peut-être seulement un regard, un mot, une main posée sur l'épaule. Un signe que, malgré tout, son père l'aimait. Ce signe, il ne l'eut jamais de son vivant.
Plus tard, dans des témoignages indirects, certaines personnes proches de lui ont évoqué une fragilité émotionnelle, une mélancolie tenace. Il portait le deuil d'un lien jamais né. Il n'avait pas de rancune, seulement du regret. Parfois, il regardait un film de Gabin à la télévision, seul, en silence, non pas pour admirer l'acteur, mais pour chercher peut-être un fragment de père à travers les expressions, les silences, les regards. On raconte qu'il aurait su l'existence de la lettre, tard, bien après la mort de Gabin. Lorsqu'un membre de la famille l'aurait approché pour lui remettre une copie, il aurait simplement répondu « Ce n'est plus le moment. Il fallait me le dire de son vivant. » Puis il aurait tourné les talons, comme pour se protéger d'une nouvelle douleur. Cet épisode bouleversant illustre la profondeur du malentendu entre un père et un fils que tout opposait sauf la blessure commune. Car si Gabin n'a jamais pu dire « je t'aime », mais son fils, lui, n'a jamais cessé d'en espérer l'écho. Deux silences se faisant face, incapables de s'entendre, deux hommes exilés l'un de l'autre, et pourtant liés par une douleur miroir. Aujourd'hui encore, ce fils reste hors du champ public. Son identité est protégée, volontairement tenue à l'écart, peut-être vit-il toujours. Peut-être a-t-il pardonné en secret, ou peut-être a-t-il refermé à jamais le livre d'une vie qu'il n'a jamais vraiment choisie. Ce qui est certain, c'est que derrière le monstre sacré, qu'était Gabin, il y eut un homme, un père et un fils abîmés par le silence. Les non-dits, les rendez-vous manqués. Jean Gabin, homme de cinéma et de silence, fut aussi un homme de passion. Plusieurs femmes ont traversé sa vie, certaines éphémères, d'autres plus profondes. Elles ont aimé l'acteur, le personnage public, mais ont également côtoyé l'homme secret, tourmenté, vulnérable. À travers leurs témoignages, recueillis parfois à demi-mot, se dessine une autre image de Gabin. Celle d'un homme dur à l'extérieur, mais rongé de l'intérieur par des blessures qu'il ne savait pas nommer. Parmi ces femmes, deux ont marqué sa vie d'une empreinte particulière, Marlène Dietrich et Dominique Fournier, la mère de ses enfants. Avec Dietrich, il partagea une passion brûlante mais éphémère, faite de fascination mutuelle et d'incompréhension culturelle. L'actrice allemande, indépendante, flamboyante, fut l'une des rares à percer l'armure de Gabin. Elle disait de lui, il était fait de pierre mais parfois la pierre se fendillait. Alors, on voyait la lumière. C'est dans ces instants rares qu'elle perçut la douleur d'un homme qui ne parlait pas mais portait un poids immense sur les épaules. Elle comprit rapidement que ce silence n'était pas mépris, mais peur, peur d'aimer trop fort, peur d'être abandonnée, peur de montrer sa faiblesse. Dominique Fournier, quant à elle, vécut à ses côtés plus longtemps dans une relation plus domestique, plus concrète. Ensemble, ils eurent des enfants, partagèrent un quotidien parfois lourd, fait d'exigences, de distance et d'incompréhension. Dominique décrivait Gabin comme un homme attentionné à sa manière, mais incapable de verbaliser ses émotions, même avec ses proches les plus intimes. Il pouvait être drôle, tendre, mais dès qu'il s'agissait de parler de son fils, il se refermait. C'était comme si un nœud se formait en lui. Il se murait dans un silence presque douloureux. Les femmes de sa vie furent donc les témoins impuissants de sa fracture intérieure. Certaines tentèrent de l'aider, d'ouvrir le dialogue, d'autres, lassées, partirent. Mais toutes ont ressenti cette dissonance entre le Gabin public, solide, rassurant, viril, et l'homme privé, fragile, enfermé dans ses contradictions, souvent mélancoliques. Un paradoxe permanent, une sorte de conflit interne non résolu. Son entourage féminin décrivait aussi un homme exigeant, parfois colérique, capable de brusqueries verbales lorsqu'il se sentait acculé émotionnellement. Ce comportement n'était pas dicté par la cruauté, mais plutôt par une forme de panique affective. Jean Gabin ne savait pas comment exprimer ses regrets, ses peurs ou ses remords, alors il se taisait ou s'emportait. Et lorsqu'on évoquait son fils, les regards s'abaissaient, les voix baissaient d'un ton. C'était un sujet tabou. Une amie proche confia un jour « Il n'a jamais pardonné à son fils d'être parti. Mais surtout, il ne s'est jamais pardonné à lui-même de l'avoir laissé partir. » Ainsi, les femmes de Jean Gabin, bien qu'aimées ou parfois repoussées, ont été les miroirs les plus sincères de sa douleur. Elles ont vu l'homme derrière le mythe. Un homme abîmé par son éducation, incapable de briser le cycle du silence. Un homme qui, dans l'intimité, n'était ni Gabin, ni Moncorgé, mais juste un père brisé, incapable de recoller les morceaux de sa propre histoire. La fin de vie de Jean Gabin fut à l'image de son existence intérieure, digne, silencieuse, mais marquée par une solitude intime que rien ni personne ne pouvait réellement combler. Lorsqu'il se retire de la scène publique au début des années 1970, l'acteur vit dans sa propriété normande, au domaine de la Pichonnière, entouré de ses chevaux, ses chiens, quelques fidèles et de ses souvenirs. Le cinéma français continue de l'honorer, les jeunes générations l'admirent comme un modèle de charisme et de virilité. Mais dans le secret de ces dernières années, Gabin s'efface lentement, habité par une lassitude plus morale que physique. Il souffre alors de problèmes de santé, un cancer, de nombreuses douleurs liées à l'âge, mais refuse les lamentations. Il n'aime pas qu'on s'apitoie sur lui, n'apprécie pas les visites médicales répétées.
À ceux qui s'en inquiètent, il rétorque d'un ton sec « On a vu pire ». Mais derrière cette apparente indifférence, ses proches perçoivent un changement. L'homme devient plus silencieux encore, il dort peu, il passe des heures à regarder par la fenêtre perdu dans ses pensées, et surtout, il parle parfois de son fils. À demi-mot, toujours sans le nommer, un jour, selon un témoignage rapporté par un infirmier de confiance, Gabin aurait murmuré « J'ai raté le plus important, les rôles, les honneurs, tout ça, ça ne remplace pas un regard ». Puis il serait retombé dans un mutisme douloureux, les yeux humides, le visage tourné vers la lumière du matin. Les dernières semaines, il les passe entre sa maison et l'hôpital américain de Neuilly. Là encore, l'homme reste digne, droit dans son lit, regard pénétrant. Il accepte peu de visites, ne souhaite pas voir beaucoup de monde. Certains disent qu'il espérait encore une lettre, un signe, un geste de son fils. D'autres affirment qu'il savait que cela n'arriverait pas et que cela le rongeait. Il mourut le 15 novembre 1976, à l'âge de 72 ans, sans avoir revu l'enfant qu'il avait tant aimé, tant repoussé, tant espéré. Le jour de son enterrement, la France tout entière s'incline devant sa mémoire. Des milliers de spectateurs, de collègues, de journalistes viennent lui rendre hommage. Son cercueil est recouvert du drapeau tricolore et son corps repose, selon sa volonté, dans le caveau familial non loin de son domaine. Mais dans la foule immense venue dire adieu à l'acteur, une absence frappe certains proches, celle de son fils. Aucun mot, aucun geste, aucun regard. Certains pensent qu'il n'a jamais su, ou qu'il n'a pas voulu venir, d'autres racontent, sans pouvoir le prouver, qu'un homme discret, en retrait, aurait assisté de loin à la cérémonie, caché derrière un arbre, les mains dans les poches, les yeux rouges. Était-ce lui? Était-ce un autre? Nul ne le saura jamais. Ce flou, cette ambiguïté, semble étrangement fidèle à l'histoire de Gabin et de son fils. Deux destins liés par une même blessure, mais incapables de se rejoindre autrement que par le silence. Ainsi se clôt l'existence de Jean Gabin. Une vie de gloire, de films immortels, d'admiration populaire, mais aussi de regrets profonds. Il avait tout incarné, tout joué, tout maîtrisé, sauf peut-être l'essentiel. Être père, simplement, humainement, tendrement. Jean Gabin restera à jamais une figure tutélaire du cinéma français. Son visage buriné, sa voix grave, ses silences éloquents et sa présence magnétique ont marqué des générations de spectateurs. Il incarna mieux que quiconque la France des années dures, celle des ouvriers, des taiseux, des désabusés lucides mais fiers. À l'écran, il était le roc, l'inébranlable, l'homme que rien ne faisait plier. Mais la réalité, bien plus complexe, révèle qu'au-delà du mythe vivait un homme cassé de l'intérieur, incapable de dire l'essentiel. Sa plus grande blessure ne venait pas du monde du cinéma, ni de la guerre, ni de la vieillesse. Elle venait du cœur, de ce lien père-fils qu'il n'avait su ni construire, ni sauver. Et cette douleur secrète, longtemps ignorée du public, plane désormais comme une ombre mélancolique sur son héritage. Elle ne ternit pas sa légende, elle l'humanise. Elle nous rappelle que même les géants peuvent chanceler dans l'intimité. Car derrière chaque légende, il y a un homme. Et derrière chaque silence, il y a parfois un cri étouffé. Gabin, ce père inaccessible, a emporté avec lui un regret que la gloire ne pouvait effacer. Il ne reste aujourd'hui que des images, des mots retrouvés, des souvenirs épars, et une lettre jamais envoyée. Mais dans cette lettre, dans ses regards perdus, dans ses murmures de fin de vie, transparaît l'humanité d'un homme que la pudeur avait trop longtemps empêché d'aimer à voix haute. C'est peut-être cela, sa véritable tragédie. Et aussi, paradoxalement, ce qui le rend plus vivant, plus proche, plus vrai.